Il était une fois un lièvre, une tortue et un mouton qui avaient décidé de se lancer une course. Une course qui allait prendre pas mal de temps. Une course qui peut-être allait prendre une journée. Tellement longue, tellement difficile à préparer qu'on laisse aux participants, les 3 animaux, quelques jours pour pouvoir un petit peu se préparer. Le plan du lièvre, lui, est très simple. Son but, c'est de courir directement vers la ligne d'arrivée, parce que dans la vallée, il y a très peu d'obstacles, et juste peut-être à la fin une petite rivière, mais bon, ça, il n'y a aucun souci, il l'a déjà fait, et ça passera tout seul, avec un petit peu d'élan, il pourra sauter la rivière. C'est le chemin qui est le plus évident. La tortue, elle, décide plutôt d'emprunter la forêt et la montagne, carrément jusqu'aux sommets enneigés. Pourquoi? La tortue ne veut pas trop le dire pourquoi. Le mouton, lui, il va plutôt décider à suivre celui qui a le plus de chances de gagner. Et pour lui, celui qui a le plus de chances de gagner, c'est le lièvre qui est très confiant. Les 3 animaux sont sur la ligne de départ. Le départ est donné, et tout de suite, le lièvre décide d'en mettre plein la vue et de donner absolument toute son énergie dans la bataille, toute sa concentration, toute sa force, et prend un départ canon. Voyant cela, le mouton est horrifié. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Il se dit, je pourrais battre la tortue, il n'y a aucun souci pour battre la tortue parce qu'elle est très lente. Mais quels que soient mes efforts, le lièvre, c'est impossible, jamais je le rattraperai. À quoi bon faire cette course? Le mouton décide de ne même pas faire la course. Et s'arrête ici, rentre chez lui. La tortue commence son périple, à travers la forêt qui est très encombrée, où chaque pas est difficile, mais elle progresse, à son rythme. À ce moment-là, son but n'est pas spécifiquement de gagner. Son but est juste d'avancer du mieux possible. Alors que le lièvre est en pleine course, elle reçoit une alerte texto. Ah, attendez, elle regarde. Super, c'est Casse-Dun qui a décidé de commenter sa photo. Super, la soirée d'hier, bise. Il répond. En profite pour faire défiler le fil d'actualité, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le monde des lièvres. Prend un petit peu de temps pour écrire quelques messages. Et puis, il va regarder sa boîte mail, juste pour que ça l'embête pas plus tard dans la journée. Juste pour enlever ça de son esprit. Et puis, il en profite également pour regarder quelques vidéos. Des trucs qu'il devait faire en début de semaine. Il va le faire maintenant, parce que de toute façon, pas de problème, cette course, elle est gagnée d'avance. Comme dans la fable de La Fontaine. Il regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, se laisse avoir par les suggestions, le temps passe, et il se dit, de toute façon, le mouton a déjà abandonné, moi, courir seul, ça m'ennuie. Je vais me bâtir une petite playlist spéciale motivante pour m'inspirer et pour que je puisse courir jusqu'à la fin. Il commence à faire sa playlist, et puis le temps passe. Il est maintenant pas loin de midi, et il se dit, je vais manger maintenant, comme ça ce sera fait, et j'aurai tout le reste de l'après-midi pour courir. De toute façon, cette course, il n'y a aucun souci, je vais la faire. À parté, dès que vous entendez le mot, il n'y a aucun souci, généralement c'est qu'il y en a un. Le lapin mange, comme ça ce sera fait. La tortue, elle, continue sa route. Mais il y a un petit truc qui commence à changer dès le matin. C'est qu'à chaque pas, elle améliore sa course. Elle se rend compte qu'en posant les pattes sur de la mousse, ça fait moins mal et donc elle peut avancer plus vite. Elle se rend compte que si elle se concentre sur sa course, sur chacun de ses pas, et non pas sur des playlists ou des emails qu'elle aurait reçus, parce que ses amis se demandent où elle est passée, la tortue quand même. Mais c'est pas grave, elle décide de ne pas prendre son portable avec lui. La tortue avance et s'améliore. À un moment, il se passe quelque chose. Un déluge se met à tomber. Mais vraiment, une grosse pluie, genre la Bretagne. Le problème, c'est que, étant dans la vallée, le lièvre est complètement submergé. Il est mouillé. Il commence à paniquer. Mince, j'aurais peut-être pas dû passer dans la vallée. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Et puis ça tourne en boucle dans sa tête. Du coup, il n'arrive plus à se concentrer pour courir. Il se dit, on ne peut pas courir dans ces conditions, ce n'est pas possible.
Je vais attendre que ça se calme. La tortue, elle n'a pas vraiment ces problèmes. Déjà parce que, naturellement, elle est protégée par sa carapace. Et également, elle en avait profité avant la course pour regarder la météo. Elle s'est donc dit qu'en passant par la forêt, avec sa carapace en plus, la pluie, ça n'allait pas trop être gênant. De toute façon, elle est d'un naturel assez solide. Ce genre de péripéties, ça l'embête pas vraiment. Elle se dit, bon, il pleut, ça pourrait être pire. Je pourrais être en Normandie. Le lièvre finit par trouver son terrier. Il s'y réfugie, le temps que ça se calme un petit peu. Et puis, pendant ce temps-là, la tortue continue son chemin et parvient au sommet de la montagne, complètement enneigée. La pluie s'arrête peu à peu. En réalité, il n'est pas bien plus avancé que ça, parce qu'il n'a fait que graver une montagne, la ligne d'arrivée est encore très loin. Le soleil revient. Ça y est, le lièvre peut enfin démarrer la course de façon concentrée et donner toutes ses forces dans la bataille. D'ailleurs, il se rappelle la fable, l'ancienne fable. Il ne veut pas faire la même erreur. Donc cette fois, il ne se sera plus jamais distraire. Il court. Dernier obstacle avant la ligne d'arrivée, cette fameuse rivière. Problème, il a plu. La rivière a grossi de taille. Il ne peut plus, avec de l'élan, la franchir, la sauter. Il passe donc beaucoup de temps qui n'était pas prévu à la base pour essayer de contourner et trouver un passage un peu plus facile. Il y parvient au bout d'un certain temps. Il n'a pas vraiment compté le temps. Il est de toute façon là à fond dans sa course. Enfin, il y parvient, il donne toutes ses forces et il franchit la ligne d'arrivée. Il est heureux parce que contrairement à la fable de La Fontaine, il n'y a pas de tortue sur la ligne d'arrivée avant lui. À un moment, alors qu'il savoure sa victoire et qu'il regarde par la montagne pour voir où en est la tortue, il entend une voix. « S'il te plaît, lièvre, peux-tu m'aider à me relever ?» Lorsqu'il se retourne, il aperçoit la tortue qui était déjà arrivée sur le dos. Mais comment t'es arrivé? Enfin, t'es arrivé longtemps? Oh oui, ça fait bien une demi-heure que je suis arrivé. J'ai franchi la montagne, je suis allé tout en haut, puis je me suis laissé glisser. Cette petite fable nous dit quoi? Cette petite fable nous dit qu'on est tous un petit peu lièvre, un petit peu tortue ou un petit peu mouton par rapport à ce qu'on fait dans notre propre vie. Certaines choses vont nous faire peur, vont nous intimider, on ne va se sentir pas à la hauteur, un petit peu comme le mouton. On va décider de ne pas prendre le départ de la course. D'autres fois, on va être tellement en confiance que ça va vraiment effrayer les autres, mais nous on va se sentir serein, comme la tortue. Et d'autres fois, on va trouver des activités qui sont tellement passionnantes, tellement inspirantes qu'on va se jeter à corps perdu dans la bataille, comme le mouton, comme le lièvre. Dans cette fable, le lièvre, il va jusqu'au bout de la course. Mais dans la réalité, quand on adopte un comportement lièvre, est-ce qu'on va vraiment jusqu'au bout des choses? Ce n'est pas tout le temps le cas. Aujourd'hui, on va parler de concentration. Alors, qui je suis pour vous parler de concentration? Je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 40 ans, je suis spécialiste de la mémorisation et de la concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne les gens pour avoir une meilleure mémoire et une meilleure concentration. Par exemple, les chefs d'entreprise qui ont besoin, pour leur carrière, d'apprendre des nouvelles choses, mais qui n'ont jamais le temps de le faire. Ils repoussent toujours ça à plus tard. Ça peut être des étudiants qui ont besoin d'apprendre un maximum de choses et de retenir les informations juste en vue de leur examen. J'écris des livres, comme l'ont dit Cyril et Vincent tout à l'heure. Le dernier, Mémoire extraordinaire. Je donne des formations, j'accompagne les gens sur le terrain, dans les entreprises, dans les écoles. De temps à autre, je suis amené à prouver que ce que je dis marche, par exemple dans des plateaux télévision, où là, je devais mémoriser des empreintes digitales. Donc finalement, c'était une expérience intense, des conditions de stress en temps réel pour voir si je pouvais rester concentré. Je l'ai pris comme ça, comme un défi. Je l'ai pris comme le tortue a pris son défi. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que plus vous passez de temps en étant concentré sur ce que vous faites, plus vous êtes heureux. Et ça, ce n'est pas qu'une parole en l'air, c'est les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi. Est-ce que je prononce bien? Oui. Ok, nickel. Mihaly Csikszentmihalyi
a tout simplement démontré que les gens qui étaient dans un état de flow, le flow c'est cet état de concentration intense dans lequel rien ne peut vous tirer, vous perdez la notion du temps, vous êtes bien ce que vous faites, totalement en contrôle, plus vous passez de temps dans cet état-là, plus vous êtes heureux, plus vous êtes épanoui. Donc ce n'est pas le résultat qui va vous épanouir, c'est le chemin. C'est le chemin qu'emprunte la tortue. Vous avez certainement des choses dont vous êtes fier d'avoir accompli. Et ce qui vous a rendu fier de les avoir accomplis, peut-être que c'est plus les étapes que vous avez parcourues, les choses que vous avez réussi à mettre en place, plutôt que le résultat final. Au final, le résultat, vous l'avez oublié, vous êtes peut-être passé à autre chose. Mais personne n'est que tortue, ou que lièvre, ou que mouton. On est tous un peu les trois à la fois. Ça dépend des circonstances, ça dépend des enjeux aussi. Ça dépend de l'état d'esprit. Si on est fatigué, on va avoir tendance à être plus facilement mouton. Si on est énervé, on va avoir tendance à être plus facilement lièvre. L'idée, c'est donc d'actionner ce mode flow, le travail de Csikszentmihalyi, sur demande. Et il y a des techniques pour ça. Pour ma part, quelque chose dont je suis content, en fait, quand je lis. J'étais pas un grand lecteur. Je lisais pas beaucoup. J'étais du style à acheter un livre, à lire les 20 premières pages, à le poser sur une étagère et peut-être à y revenir dessus 10 ans après. J'étais du genre à acheter les livres, à ne pas les ouvrir et à les poser sur une étagère. Depuis le début de l'année, je me suis lancé un défi public de lire un livre par semaine et d'en faire une chronique vidéo le dimanche sur la chaîne YouTube. Donc, c'est quelque chose, c'est une grande course, c'est ma grande course. Est-ce que j'ai pris l'approche du mouton en ayant trop peur et finalement en ne le faisant pas? Non. Est-ce que j'ai pris l'approche du lièvre en lisant plusieurs livres dans la première semaine et puis après plus rien? Non plus. Tout simplement à pas de tortue. Et je peux vous dire que je n'ai pas fini le défi, mais je n'ai aucun mal à penser que j'arriverai à le finir, vu que j'en suis déjà au 37e, ça représente ça, 37 bouquins. Et je suis vraiment heureux. Je peux attester que je suis heureux d'arriver à le faire. Pas d'y être déjà arrivé, mais d'arriver à avancer. Chaque semaine, j'apprends de plus en plus de choses sur comment fonctionne le monde. De la vraie lecture. C'est comme si chaque semaine, j'avais, dans mon salon, à côté de moi, un coach qui m'enseigne tout ce qu'il sait sur son domaine. Ça me rend heureux. Et pour le faire, la lecture, c'est de la concentration. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un livre, et au bout de quelques pages, votre esprit commence déjà à avoir envie de partir ailleurs. C'est normal. Il y a quelques petites techniques à mettre en place, je vais vous dire exactement lesquelles. Voici un petit peu le travail de Csikszentmihalyi à propos du flow. Le flow, en fait, pour que ça marche, il faut que vous soyez suffisamment compétent dans ce que vous voulez faire, mais, et c'est là que la plupart des gens oublient, se trompent, il faut également que ce que vous vouliez faire soit légèrement au-dessus de ce que vous pensez pouvoir faire. En gros, pour parler autrement, il faut que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Si vous avez peu de compétences pour faire quelque chose et que vous lancez dans une tâche qui est trop difficile, ça va vous provoquer de la grosse panique. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le mouton qui est en vous va se dire « mais c'est pas possible là, c'est pas possible, oublie tout de suite, je ne vais pas être à la hauteur ». Si vous pensez que vous n'arrivez pas à faire votre concours, à passer votre concours dans quelques mois, le mouton qui est en vous va vous dire « c'est trop difficile, c'est trop dangereux ». Votre concentration, elle fonctionne comme une pompe à eau. Est-ce que vous avez déjà utilisé une pompe à eau comme ça? Oui? L'idée d'une pompe à eau comme ça, en fait, c'est d'actionner le levier et de l'accompagner comme ça. Et alors, ce qui est bien avec ça, c'est qu'il vous faut beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir un petit filet d'eau qui coule. Et puis, au bout d'un moment, magie, l'eau coule à flot. Mais il vous aura fallu beaucoup d'efforts. Et là, quand l'eau coule à flot, il vous suffit juste de continuer légèrement à appuyer le mouvement et l'eau continuera à couler tant que vous appuyez. Le problème, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez d'appuyer? L'eau va persister un moment et puis elle va s'arrêter. Votre concentration, c'est exactement la même chose.
quand vous commencez à vous mettre dans quelque chose, ça peut être un dossier, ça peut être n'importe quel type de révision, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, vous êtes à fond dedans, vous êtes interrompu, vous répondez à une notification, vous répondez à un coup de fil, vous relâchez donc la pompe, et au bout d'un moment, votre concentration a complètement disparu. Pour la réactionner, il faudra tout recommencer depuis le début. Ça, sur toute une journée, c'est très fatigant pour le cerveau. Donc le premier ennemi de votre concentration, attention, il y a un piège, ce n'est pas vraiment le téléphone portable. Le premier ennemi de votre concentration, c'est les interruptions. Le téléphone portable est un grand outil avec beaucoup de choses, avec beaucoup d'applications qui peuvent vous aider. Ce qui est néfaste, c'est ces interruptions. C'est les choses qui vous distraient de ce que vous êtes en train de faire. Ça va tuer votre concentration. Est-ce que vous connaissez cet objet? Oui, non? Ça s'appelle, voilà, un pomodoro. C'était un ingénieur italien qui avait conçu un petit peu ce minuteur, et l'idée c'était de minuter la durée idéale de la cuisson de la sauce tomate, si je me souviens bien. Donc c'était à peu près entre 20 et 25 minutes. Et une fois que le timer il retentissait, c'est bon, vous aviez une sauce tomate, une cuisson parfaite. L'idée c'est de faire pareil avec votre concentration. Certains connaissent déjà la technique, mais qui l'applique vraiment? L'idée, c'est de faire pareil avec votre concentration. Vous mettez un timer, un minuteur. Si vous ne l'avez pas en version tomate, c'est pas grave, vous pouvez prendre n'importe quel type de chronomètre. L'idée, c'est que pendant cette durée, qui peut être de 20 à 25 minutes, vous ne vous soyez pas interrompu par rien du tout, par quoi que ce soit. Vous laissez le timer se dérouler, juste sans aucune concentration. Je vous recommande, sans portable du tout d'ailleurs, sans rien qui puisse vous perturber. Et vous allez voir, peut-être que ça vous est déjà arrivé, d'avoir l'impression d'avoir plus avancé en 20 minutes qu'en 3 heures sur la même chose. C'est exactement ce moment-là. Là, vous commencez déjà à activer un petit peu de flow, qui nécessite que vous soyez pleinement à votre tâche. La concentration, elle ne peut avoir lieu que dans le présent, maintenant, ici. Elle ne peut pas avoir lieu sur quelque chose qui est déjà passé. Si vous vous concentrez sur un événement passé, vous n'êtes plus dans le présent. Si vous n'êtes plus dans le présent, vous ne pouvez plus prendre de décision, vous ne pouvez plus agir dans le présent. En gros, vous perdez l'énergie, vous n'êtes pas vraiment vivant, d'un point de vue biologique du terme. Le deuxième ennemi de votre concentration, vous le connaissez bien, on le connaît tous en fait, parce qu'il se tait jamais. Dans certaines cultures, on appelle ça le compagnon. C'est ces petites voix que vous entendez dans votre tête à chaque fois que vous avez une situation qui arrive. Une situation un petit peu plus stressante peut-être, où il y a un peu plus d'enjeux. Et à votre avis, pour vous, est-ce que cette voix qui vous parle, elle est plutôt positive ou plutôt négative? Elle est très souvent négative et c'est normal. Cette voix qui vous parle, ce n'est pas vraiment vous. C'est une partie de votre cerveau reptilien. Celui qui a été programmé il y a très longtemps pour vous maintenir en vie. Suffisamment longtemps pour que vous puissiez vous reproduire. Ce qui veut dire que ce cerveau-là, il a pour but de toujours vous mettre en garde. S'il n'était pas là, si les voix que vous entendiez dans votre tête étaient toujours optimistes, vous seriez quelqu'un de très naïf, vous seriez constamment en danger, vous ne verriez pas les pièges arriver, il pourrait vous arriver beaucoup de choses néfastes. En laissant ces voix entrer dans votre tête, vous êtes constamment prévenu de ce qui peut arriver. Donc ça a une fonction finalement de défense. Le problème, c'est que si vous laissez ces voix constamment diriger votre vie, il est impossible de vous concentrer, il est impossible de mémoriser, il est impossible d'apprendre quoi que ce soit, parce que constamment vous allez avoir des messages du style « t'es pas à la hauteur »,« c'est pas assez bien »,« par où je commence ?»« Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut absolument que »,« je devrais absolument faire ceci ».
il faudrait que, toutes ces phrases un petit peu où vous n'avez pas le contrôle finalement, c'est des petites voix qui sont néfastes. Ça peut provoquer de la peur, de la panique même, parfois de la panique irrationnelle. Pour ma part, quelque chose qui me faisait peur au-delà du rationnel, c'était ma peur des gros chiens. J'avais peur des gros chiens parce que, étant gamin, je m'étais fait mordre par un, et un que je connaissais très bien, donc j'avais absolument pas peur à l'époque, puis je me suis fait mordre une fois, parce que j'essayais de donner un bout de gâteau, et du coup ça a continué à tourner dans ma tête. Et du coup, à chaque fois que je rencontrais un chien qui était un peu plus gros, même s'il remuait la queue, même si c'était un briard avec une tête bien amicale, et j'avais peur. Comme le chien le sentait, j'avais encore plus peur parce que je sentais qu'il le sentait, enfin bon, bref. C'était une peur irrationnelle. Si vous avez une peur comme ça, où vous n'êtes pas en situation de danger de mort, attention, qui vous semble irrationnelle, il y a moyen de la contrôler, de se reconcentrer sur l'instant présent. C'est ça. Alors, ce n'est pas les supporters d'équipe de foot, en fait, c'est vos propres supporters. Les études disent quoi? Les études disent que si vous passez 30 secondes devant votre source de terreur ou de peur, à vous encourager comme le ferait une équipe de supporters derrière vous, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, biologiquement, votre stress va diminuer. Il va diminuer suffisamment pour que vous puissiez reprendre le contrôle finalement, ou que là vous puissiez enfin prendre une décision rationnelle. Non, ce chien ne va pas me bouffer. Non, cet appel au dentiste ne va pas mettre fin à ma vie. Je peux prendre mon rendez-vous, je l'ai déjà fait. Ça va durer une demi-heure. Après, je serai tranquille. Le message positif. Les supporters, c'est que du positif pour vous. Gardez bien en tête que chaque fois que vous avez une peur qui peut faire réveiller le mouton en vous, vous pouvez vous amener votre équipe de supporters qui sera là et qui fera le boulot. Ça marche particulièrement bien. Imaginez que vous perdiez votre portefeuille. Gros problème. Vous sortez vous balader, vous rentrez chez vous, mince, il n'y a plus votre portefeuille. Il est tombé de votre sac, on vous l'a volé, vous l'avez perdu, bref, vous ne savez pas ce qui se passe. Grosse source de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir refaire le chemin en sens inverse pour voir si par miracle il ne serait pas sur la route. Pas de bol, ce jour-là, il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Mince, j'ai perdu mon portefeuille, il y avait tous mes papiers dedans, il y avait mes clés, il y avait mes tickets de métro, il y avait mon argent, il y avait ma carte d'identité, il y avait tout, je dois tout refaire, c'est une horreur. C'est la catastrophe. Normal, parce que c'est effectivement, ça peut être une catastrophe. En même temps, votre vie n'est pas menacée. Hein. Vous allez devoir tout refaire, ça va prendre du temps, mais c'est bon, vous allez survivre. Mais dans votre tête, qu'est-ce qui se passe généralement? 10 minutes après, peut-être 5 minutes après, mince, j'ai perdu mon portefeuille, il y avait tous mes papiers dedans, il y avait mon argent, ça va être galère. Pourquoi j'ai perdu mon portefeuille? Je suis trop con. 2 minutes après, mince, j'ai perdu mon portefeuille, il y avait tous mes papiers dedans, je suis vraiment trop con. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois dans la journée. Au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vous aviez perdu 100 portefeuilles. Alors que dans la réalité, vous n'en avez perdu qu'un. Donc, ces petites voix, ce compagnon, qui est là pour vous mettre en garde, il peut avoir une fonction qui détruit complètement votre concentration. Parce que quand vous avez ça en tête, trouvez-moi sur quel projet vous pouvez vous reconcentrer. C'est très difficile. Avec votre équipe de supporters, monsieur, tu vas y arriver, dans la semaine ce sera fait, et puis c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, tu vas y arriver, oui. Là, c'est plus facile. C'est plus facile de faire la part des choses, relativiser et continuer d'avancer dans sa vie. Voici la force de l'équipe de supporters. Vous pouvez également utiliser la technique qu'utilise Christina Bengtsson, qui est championne suédoise de tir de précision. N'y a-t-il pas une activité qui est plus demandeuse en concentration que le tir de précision? Il n'y en a pas. La cible se trouve à plus de 100 mètres. Le moindre doute, la moindre respiration, le moindre manque de concentration, et vous tirez à côté. La différence entre le 9 et le cœur de la cible, c'est 2 mm. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour finalement mettre à chaque fois dans le mille, alors qu'elle est assaillie de doute? Vais-je y arriver? Les enjeux sont importants, il y a une médaille d'or.
Tout simplement, elle concentre son attention sur un objet neutre. Dans son cas, c'est une feuille morte qui tombe. Lorsqu'au lieu de laisser ses voix s'exprimer dans sa tête, elle se concentre sur cette feuille morte qui tombe, concentre toute son attention dessus, instantanément, ses émotions se calment. Elle peut donc utiliser sa concentration pour tirer au bon moment et au bon endroit. Vous pouvez le faire également, c'est quelque chose de tout simple, ça ressemble un petit peu, si vous connaissez, à de l'auto-hypnose. Vous vous auto-hypnotisez en fait. Mais là, c'est en version rapide. J'aimerais que vous testiez ça. La prochaine fois que vous ayez une situation qui vous met un peu de stress, arrêtez-vous et essayez de concentrer votre attention sur quelque chose de neutre. Une feuille morte qui tombe, c'est neutre. Normalement, il n'y a pas trop d'émotions attachées avec. Et même encore plus loin, parfois, oui, les petites voix dans votre tête, c'est pas que de la peur. Des fois, c'est des choses que vous n'avez pas envie de faire. Des choses qui vous agacent, parce que c'est un peu de la corvée, c'est des choses qu'on a envie de remettre un petit peu plus tard. Votre esprit se déconcentre, non pas par peur, pour vous faire fuir la peur, mais parce que vous avez des choses plus intéressantes à faire. Dans ce cas-là, je vous recommande d'utiliser la technique que j'ai appelée Serbi. Alors, ça n'a rien à voir avec le pays, surtout qui manque le E. Serbi, c'est un acronyme mnémotechnique pour vous rappeler que dès que votre esprit commence à se déconcentrer de ce que vous faites, S comme stop, stoppez tout. Stoppez tout ce que vous êtes en train de faire, stoppez tout ce que vous êtes en train de penser. E comme écoutez, écoutez ce qui se passe autour de vous. En faisant ça, vous sollicitez votre mémoire auditive qui peut prendre des détails sur ce qui se passe maintenant, dans l'instant présent donc. En faisant ça, vous vous recentrez sur l'instant présent sans le savoir. Si le E était pour écouter, le R est pour regarder. Regardez ce qui se passe autour de vous. Christina Benson le fait sur sa feuille morte qui tombe. Elle visualise quelque chose qui n'est pas là, mais elle visualise quelque chose. B. Oups. Je crois qu'il y a un bac qui ne marche pas. B est pour boire. Astuce. Boire, il ne faut pas boire que quand vous avez soif. Boire est un signal envoyé à votre cerveau pour dire j'ai besoin d'eau. Quand vous vous déconcentrez, c'est un signal de votre cerveau qui vous dit j'ai soif. N'attendez pas d'avoir physiquement soif. Buvez chaque fois que vous vous déconcentrez tout le temps. C'est sa nourriture à lui. Pour mieux mémoriser, mieux apprendre, mieux retenir les choses. C'est pour ça que beaucoup de gens qui apprennent beaucoup de choses ont des bouteilles d'eau. C'est pour ça que vous avez des bouteilles d'eau aussi. Pour vous recentrer également. N'hésitez pas à les utiliser. Et I, c'est pour inspirer. Boire, c'est bien, mais il a également besoin d'oxygène, votre cerveau. Le mieux, quand vous apprenez les choses, ou quand vous voulez rester concentré à long terme sur les choses, c'est d'espacer ce que vous êtes en train de faire par des séances d'oxygénation. Ça peut être un footing, une marche, quelque chose qui aère votre cerveau. En restant 3 heures dans la même salle, sans vous aérer, vous allez avoir une très grosse baisse d'attention. C'est mathématique, c'est inévitable. Une autre technique que je vous conseille, quand vous avez des choses que vous ne savez pas si vous devez faire ou pas, vous avez envie de les remettre à plus tard, la procrastination, vous connaissez ? La procrastination. Qu'est-ce qui se passe dans la procrastination? Le compagnon arrive et vous dit tu es sûr que tu ne veux pas faire ça avant? Ou attends, va voir ce qu'il y a dans le frigo d'abord, je suis sûr qu'il y a des trucs bien. Ou attends, on regarde les emails d'abord, comme le lièvre tout à l'heure. Hein. Et puis finalement, vous trouvez des excuses. Ah non, c'est trop tard pour bosser, je suis pas envie de bosser demain, j'aurai plus de temps, ce week-end ça va être mieux et tout, je vais mettre 10 heures de suite sur la même chose. 10 heures de suite sur la même chose. Déjà qu'on n'arrive pas à garder la concentration 40 minutes, alors 10 heures de suite. Quand vous avez ces situations qui arrivent, la meilleure chose à faire est tout simplement d'arrêter et de vous dire ok, je choisis de le faire ou je choisis de ne pas le faire. Remplacer systématiquement tout le « il faut que je fasse ça »,« je devrais faire ça »,« il devrait faire ceci »,« il devrait se passer cela ». Remplacer systématiquement ça par « je choisis de » ou « je choisis de ne pas ». Vous pouvez choisir de ne pas. Vous avez le choix. Et c'est ce qui fait toute la différence. En temps normal, avec le compagnon qui vous parle sur les choses que vous devriez faire et que vous vous mettez à plus tard, vous êtes en mode défensif.
Ce compagnon prend la voix de quelqu'un de moralisateur qui vous dit bon, tu devrais être au boulot plutôt que de bouffer avec tes copains. Mais en fait, si vous dites ok, je choisis de faire ça, je choisis de manger avec mes amis, je choisis de ne pas travailler tout de suite, de travailler demain. C'est un choix également. Ce qui va se passer au niveau psychologique, c'est très important. Vous êtes maître et maîtresse de la situation. Et ça change tout. C'est beaucoup moins source de stress et vous aurez tendance à vous mettre à vous trouver beaucoup moins de fausses excuses. La règle des 10 000 heures. Est-ce que vous connaissez cette règle? Elle n'est pas encore assez connue. En fait, l'idée, c'est que, quelle que soit la tâche, si vous passez 10 000 heures à la pratiquer, vous serez de classe mondiale. D'instinct, comme ça, quand je vous dis cette règle, qu'est-ce que vous éprouvez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? C'est faux? C'est long. Ouais, 10 000 heures, c'est long. Ça correspondrait, si mes calculs sont bons, ça correspondra à peu près 5 ans de travail à temps complet. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc c'est 5 ou 20 ans? 20 ans peut-être. 20 ans, ouais. C'est faux. C'est faux. Là, vous pouvez passer 20 000 heures sur la même chose. Vous pouvez passer 20 000 heures à taper sur le clavier. Vous allez obtenir une certaine vitesse. Mais elle va stagner, cette vitesse. Elle ne va jamais monter. Si vous voulez que votre vitesse monte, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est faire comme la tortue. Vous donnez un défi qui est un petit peu au-dessus de votre capacité et vous faire pratiquer, par exemple, dans le cadre de taper, des mots difficiles pendant 10 ou 20 minutes à une vitesse plus rapide que normalement vous pouvez le faire. Juste 10 minutes par jour. Ça va vous faire progresser. Et en moins de 10 000 heures. Et la concentration, finalement, c'est ça. On le verra tout à l'heure dans les ateliers. Pour ceux qui voudront aller plus loin et avoir finalement la formule, la feuille de route pour être un peu plus concentré sur le long terme. Est-ce que vous connaissez cet homme? Qui pour moi est un grand exemple de concentration. Il s'appelle Julius Yego. Et Julius Yego, à votre avis, c'est un sportif donc, à votre avis, il excelle dans quelle discipline? Faux, pas la course. En fait, il est champion du monde et médaille d'or des derniers Jeux Olympiques de Rio, de lancer de javelot. Et il a la particularité de s'être formé en grande partie sur YouTube. Donc c'est plutôt pas mal pour lancer le javelot. Tout simplement, il suivait les tutoriels de sa star préférée. Parce que le problème, c'est qu'au Kenya, des profs de lancer de javelot, il n'y en a pas tant que ça. En fait, il n'y en a pas du tout. Donc il a commencé à répéter le même mouvement de concentration. Et au bout d'un moment, évidemment, il a pris d'autres profs à l'autre bout du continent. Mais c'est pour vous montrer ce que, avec de la concentration, on peut obtenir. Autre exemple, encore plus inspirant, et je terminerai peut-être par celui-ci, c'est Kelvin Doe. Kelvin Doe vivait dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Sierra Leone, qui est également une grosse décharge pour les grosses entreprises qui viennent y déverser tous les composants électroniques qui ne marchent plus ou qui ne savent pas recycler. Kelvin Doe a commencé tous les jours par assembler ces pièces entre elles. À un moment, sans perdre sa motivation, sans perdre sa concentration, il est arrivé à créer une sorte de petit générateur électrique. Il a continué à construire un petit peu plus, et finalement il a fourni de l'électricité à tout le village. Plutôt pas mal. Il s'est ensuite dit qu'il y aurait peut-être moyen de créer une petite radio locale pour inspirer les gens, pour leur donner de la bonne humeur. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fini par faire. Alors, des exploits comme ça dépasse les frontières. Le MIT de Boston est venu le voir. Et ils lui ont tout simplement payé un aller direct pour qu'il puisse enseigner aux ingénieurs américains en première année d'électricité. Parce que ça, ils n'avaient jamais vu. Il s'est rebaptisé DigiFocus. Pourquoi DigiFocus? Déjà parce qu'il aimait bien la radio. Et ensuite parce que, quand on lui pose la question, comment t'as fait ça? Comment t'as changé ta vie? Sa réponse a été,
Pour moi, la concentration, donc le focus, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est ça qui vous permet de créer les grandes choses. Ça passe par des petites choses. Ça ne passe pas par du bourrinisme comme une technique des 10 000 heures à faire la même chose. Ça passe juste par adopter un mode d'esprit tortue. Pour ceux qui veulent aller plus loin, cet après-midi, je proposerai donc de devenir une tortue ninja. C'est-à-dire d'aller encore plus loin dans cet état d'esprit et finalement d'être concentré sur vos projets à très long terme. Mais là déjà, avec les petits outils que je vous ai donnés, vous aurez des résultats dès ce soir. Vous choisissez de, ou vous choisissez de ne pas, ou les techniques de recentrage, Serbi, ça, si vous les utilisez aujourd'hui, je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, vous allez avoir des très bons résultats, des choses toutes simples à mettre en pratique, mais qui les fait vraiment. Merci beaucoup. Merci David. Bon, on va passer à la session questions-réponses avec toi. J'ai des questions à te poser, en tout cas. Tu sais quoi, on va peut-être s'asseoir un peu. Je sais pas si on est bien. On est bien là? Ah, on est bien. C'est moi qui passe le micro, donc levez la Voilà. main pour si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous demandez à Nicolas. Moi, je vais t'en poser quelques-unes. Nicolas. J'ai une question. Regardez le soleil. Non, attends. Une question? Oui, j'ai bien prononcé le nom. Ali. Je t'ai pas écouté. Hein. D'accord. J'étais pas là, je cours. Ok. Est-ce que tu sais, est-ce que tu parlais tout à l'heure des interférences, en tout cas, tout ce qui nous arrêtait à un moment donné? C'est intéressant ce qu'il disait, parce que par rapport au smartphone, effectivement, est-ce que vous connaissez le temps qu'on perd, en tout cas le temps auquel on alloue toutes ces interruptions? Qu'est-ce que ça nous prend tout le temps à chaque fois de naviguer d'une interruption à l'autre? Est-ce que tu connais? Alors, je ne connais pas le temps perdu exactement dans ces moments-là. Je sais qu'on regarde son smartphone, par exemple, entre 200 et 300 fois par jour. Pour les vendus, oui. Pour les mordus, donc si tu prends 30 secondes par interruption, on va dire, bah, si tu fais le calcul, ça commence déjà à faire pas mal de temps. Maintenant, par contre, je sais que le temps effectif de concentration dans la journée, ça ne peut pas vraiment excéder 4 heures. Et sur 24, c'est pas beaucoup 4 heures. Le problème, c'est que ces 4 heures-là, on les passe généralement à faire autre chose. Ouais. Alors les chiffres officiels, c'est de 64 secondes par interruption. 64 secondes par interférence, on estime qu'on alloue, alors je vais pas dire qu'on perd parce que ça dépend comment on perçoit ça, on alloue 100 heures par an à cette activité de passer d'une interruption à l'autre. Je ne sais pas si vous imaginez, 100 heures par an, hein, juste comme ça, on est en train de faire un truc et tout d'un coup il y a le smartphone qui sonne et hop, hop, hop. Même une notification, même. Juste une Ouais, simple. c'est ça. Même juste le simple fait de. On est tellement habitué au smartphone que. Ouais, surtout plus on est jeune, je pense aussi que c'est aussi. Ce qui n'est pas le cas ici, mais juste le fait de penser, ah oui, en smartphone. Il y a une question de durée, mais il y a également une question de charge mentale. Comme je disais tout à l'heure avec la pompe à eau, ça prend des efforts de se mettre dans un truc. Et se faire interrompre, bah, tous ces efforts, il faudra les refaire pour se remettre dans le truc. Donc ça, le cerveau, au bout d'un moment, utiliser la pompe à eau toute la journée, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très fatigant. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Complètement. Est-ce que tu connais, est-ce que tu peux nous parler, je ne sais pas si tu connais cette terminaison-là, par rapport, tu parlais du Pomodoro, tout ce qui touche à la persistance. Il y a des travaux qui ont été faits qui sont intéressants, peut-être que vous pouvez les voir. C'est des chercheurs canadiens qui ont travaillé sur la persistance cognitive. Et c'est intéressant parce que tu parlais des défis. Oui. Et tous les travaux ont montré qu'effectivement, quand on voulait maintenir l'attention notamment de jeunes enfants dans les groupes scolaires, le mieux qu'on puisse faire, c'était de leur lancer de mettre des lignes de temps, hein, de découper, on va dire, l'activité en lignes de temps, par petites séquences, et à la fin de les amener en fait à imaginer l'objectif final, qui est un gros défi, qui doit provoquer l'effet un peu waouh, quoi. Genre, vous voyez là, il est 10h30, mesdames et messieurs, à 11h, vous serez tous bilingues, français, polonais. Là, normalement, vous devez dire waouh, hein. Mais on n'a pas pris de votre cas, donc c'est pas possible. Après, je prends la main, je dis que c'est un mensonge, mais c'est ça le truc. Et après, on dit, bah oui, mais pour y arriver, d'ici la fin de la demi-heure, dans les 5 prochaines minutes, vous allez devoir écouter attentivement Nicolas, etc., etc. Et à la fin, vous aurez cette capacité. Ça, c'est la persistance. Je sais pas si tu as eu des... Bien sûr, c'est toujours voir ça sur le défi et quelque chose que vous êtes, qui vous donne des efforts en fait.
Il ne faut pas être allergique à l'effort, parce que si vous restez tout le temps dans votre zone de confort, si vous faites toujours la même chose, votre attention va très vite diminuer. Les tâches répétitives, automatiques, votre esprit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça part très très vite. Donc le fait de toujours se mettre un petit défi, de voir ça comme un jeu, le ménage ça vous saoule, voyez ça comme un jeu, essayez de voir si vous ne pouvez pas le terminer en tant de temps, essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver des façons de le faire de façon plus efficace. Intégrer la composante jeu, ça aide à avoir beaucoup plus de persistance, je trouve. Ton exemple avec les livres était intéressant du coup, parce que finalement t'en fais un jeu. C'est un jeu de compter le nombre de mots de chaque bouquin, c'est un jeu de chroniquer, de voir les gens qui nous encouragent aussi, parce qu'au début tout le monde s'en foutait que je lise des bouquins. Mais là, plus le temps passe, plus je commence à sentir que les gens commencent à me faire des suggestions, commencent à me dire c'est génial ce que tu lis, tu devrais lire celui-ci, ils commencent à me dire c'est super de te voir tous les dimanches. Concrètement, comment tu fais pour lire 52 livres? Comment tu fais pour lire un livre par semaine déjà? Alors déjà, il y a une part d'organisation, c'est-à-dire je reçois le bouquin, je le feuillette déjà pour savoir s'il y a du contenu. En fait, j'ai un système de comptage rapide du nombre de mots approximatif. Ça va me donner un nombre de pages que je devrais lire par jour si je veux le terminer à la fin de la semaine. Donc jour 1, tu comptes tes mots. Jour 1, je compte les mots approximativement. En fait, je compte la moyenne du nombre de mots sur 10 pages et je multiplie ça par le nombre de pages et ça me fait le nombre de mots. Du coup, ça me dit, bon ok, il faudra que je lise à cette vitesse. Je connais ma vitesse de lecture. Si vous faites de la lecture rapide, vous connaîtrez également votre vitesse. Et du coup, je sais que ce livre est gros, par exemple. Il va me falloir beaucoup de temps libre de lecture. Est-ce que je l'ai cette semaine ou pas? Si je ne l'ai pas, il faudra mieux que je prenne un livre un peu plus vacances. Un livre avec moins de contenu. Si j'ai beaucoup de temps, la biographie de Steve Jobs en 5 jours et demi. D'accord. C'est pas mal ça, parce que 967 pages, c'est quand même pas mal. Et tu fais quoi? Tu fais des synthèses à la fin? Des chroniques vidéo, où je dis un petit peu ce que j'y ai appris. Je partage aux lecteurs, aux abonnés ce que j'ai appris, ce qui est intéressant, pour qui il est conseillé. Pour certains, ça va leur faire gagner du temps. Ils disent, ah, ce livre, finalement, je ne pensais pas qu'il parlait de ça. Et puis, on y apprend plein de choses. Mais de toute façon, c'est très rare les livres où on n'apprend rien. Il y a toujours, tu trouves toujours quelque chose qui te maintient dedans, et tu trouves toujours également, l'auteur, il partage souvent ses trucs à lui pour rester concentré et pour apprendre mieux. Souvent, j'ai remarqué ça dans les bouquins. C'est des livres de tout sujet? J'aime beaucoup lire des livres sur beaucoup de sujets différents. D'accord. Parce que du coup, j'ai plein de points de vue différents, ça enrichit un petit peu les horizons. Et ouais, c'est sur tous les sujets. Alors, des fois, j'ai lu des bouquins sur la stratégie militaire. C'était absolument pas mon truc. Mais le point de vue d'un général, un général, ça écrit d'une autre façon qu'un chef cuistot, par exemple. Ça écrit également différent d'un chercheur en neurosciences. Et toutes ces façons de lire, tu as plein de points de vue différents, et du coup, tu apprends énormément de choses différentes, littéralement comme si la personne était là à côté de toi dans le salon. Maintenant, si tu te retrouves devant un... Parce que c'est ce qui peut arriver dans le quotidien, tu es devant un bouquin qui, franchement, est pas bon. Ouais, ça arrive une fois. Mais malgré tout, il faut le lire, parce que voilà, il y a une contrainte derrière, Oui. par le travail, par l'école. Comment tu maintiens ton attention, ou ta motivation pour maintenir ton attention? Ouais, c'est une très bonne question. Là, en fait, je Je sais. vais plus m'orienter sur comment je vais terminer le truc, plutôt que comment je vais accrocher au contenu. Surtout si l'auteur écrit des choses qu'on vous a recommandées et que vous n'aimez pas du tout, c'est très dur de maintenir l'attention. Donc là, je vais plus me focaliser sur comment je pourrais lire 40 pages au lieu de 30 aujourd'hui, comment je vais pouvoir résumer ce chapitre en une phrase. Sur l'aspect plus technique des choses, j'avoue que c'est difficile, mais je prends toujours une marge de sécurité. Par exemple, un livre, dans l'idéal, il faudrait que je lise 30 pages par jour pour le terminer, mais chaque jour, dans la réalité, je vais essayer d'en faire 40. De telle façon à ce que je vais essayer de prendre de l'avance et de me faire des vacances, en fait. Comme ça, j'arrive le dimanche, comme j'ai pris tellement d'avance, jour libre. Ça arrive pas rarement. Mais le fait de sentir que ça puisse arriver, ça m'aide à rester concentré, ça m'aide à dépasser mes propres objectifs et finalement à continuer à prendre ça comme un jeu. Tu fais plutôt des résumés de chapitres ou comment tu fais pour maintenir? Parce que tu lis le bouquin sur la semaine, ouais. Il n'est pas évident qu'à la fin de la semaine, tu te rappelles encore de ce que tu as lu lundi. Alors non, si vous lisez d'une traite un bouquin, vous n'en retiendrez pas grand-chose. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est à la fin de chaque chapitre, vous prenez le temps de souffler un petit peu, et si vous deviez résumer ce chapitre en 2 ou 3 mots, lesquels seraient-ce? Résumez juste en quelques mots-clés, comme ça,
Prenez le temps de laisser les informations s'intégrer et ensuite passez à la suite. Ou alors, si vraiment ça vous coupe trop dans votre lecture, faites votre séance de lecture et puis à la fin de votre séance de lecture, vous faites une sorte de petit feedback, de recall, de rappel de tout ce que vous avez lu, mais en quelques points clés. Il ne faut pas que ça devienne une corvée non plus, sinon ça peut rajouter un petit peu de difficulté. Et comment tu gères sur du long terme? Parce que bon, là, tu as 37 bouquins, si j'ai bien compris. Et aucun doute que j'arrive au 52, même sans... Oui, mais comment tu fais pour éventuellement, si je te demande de résumer à nouveau le livre numéro 2, est-ce que tu as encore en tête cette information ou Là, c'est très intéressant. Pas tout, surtout si le livre est moins intéressant que le reste, on en retiendra moins. En revanche, si vous prenez l'habitude de noter ces points clés sur du papier et pas sur un fichier informatique que vous n'ouvrirez plus jamais, personnellement, j'utilise des petits Bristol et je note les mots-clés sur ce Bristol. Et ce Bristol, je m'en sers de marque-page. Et ce marque-page, une fois le livre terminé, je le laisse dedans. Ça me permet quoi? Ça me permet de, quand je reprends le livre, je reprends le Bristol et je sais instantanément, ça me remet littéralement dans l'état dans lequel j'étais au moment où j'ai noté ça. Autre chose, un livre, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'hésitais, je ne voulais pas l'abîmer. Pour moi, un livre, il devait rester un bel objet, comme ça. Et en fait, c'est nul de faire ça. Il faut qu'un livre, ça vive. C'est quelque chose de vivant. Donc n'hésitez pas à écrire dans les marges. En plus, c'est prouvé que tu retiens mieux en écrivant dans les marges, en gribouillant. Et... en interagissant. Exactement. Et quand vous allez feuilleter votre livre, vous allez voir instantanément tout ça, tout ce que vous avez feuilleté, tout ce que vous avez gribouillé et tout, vous allez le revoir juste en faisant ça. Donc déjà, ça peut vous rappeler pas mal de choses juste en le feuilletant comme ça. Et également, ça vous dit, c'est un indice, un an après, vous saurez si le livre est intéressant ou pas. Parce que s'il est intéressant, il va être constamment gribouillé. S'il va être nul, il va être blanc. Parce que finalement, il n'y a rien qui aura besoin de... Vous n'aurez pas eu le sentiment de devoir écrire pour le retenir. Donc écrire beaucoup sur papier, pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Est-ce que la lecture est un moyen de développer son attention et sa concentration de façon, on va dire, indirecte? Oui. Ah oui, oui. Pour moi, c'est un excellent exercice, justement, parce que si vous êtes capable de faire ça, vous vous rendrez compte, si vous lisez plus naturellement, vous vous rendrez compte que vous êtes plus capable de rester fixé sur un sujet. Quand quelqu'un vous parle sur un sujet très technique, ça demande beaucoup d'attention. Quand vous avez un dossier à traiter et qu'il est tellement impressionnant que vous avez envie de le remettre à plus tard, le fait d'avoir lu beaucoup, déjà ça vous intimide moins, donc du coup vous êtes plus capable de rester sur ce dossier et du coup vous êtes plus concentré. Ouais, personnellement en tout cas, sans savoir sortir d'études comme ça sur le sujet, à titre personnel je peux attester que lire plus m'a permis de devenir plus concentré, notamment sur les choses qui me rebutaient, la paperasse administrative. Oui. Donc tu n'as pas d'études Okay. Par contre, j'ai aucun doute qu'on puisse en trouver assez facilement. J'imagine. Tu lis quoi en ce moment? Là, je suis sur le grand roman des maths de Michael Donnet. C'est un youtubeur et il parle de mathématiques. C'est une matière que je détestais. Donc on va voir s'il arrive à me le faire. On va voir s'il arrive à me faire aimer les maths, tout simplement. J'ai pratiquement fini, j'en suis à 2/3. Et franchement, c'est génial. Peux-tu nous raconter rapidement ce que tu as retenu? Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il fait un comparatif entre l'histoire de la civilisation humaine et l'apparition de telle ou telle mathématique. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant parce que on apprend énormément de choses, dans quel ordre c'est vraiment apparu, et surtout, pourquoi on les a apparus. Et là, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur comment on devrait enseigner les maths. Plutôt que d'enseigner les maths comme une succession de formules qui servent à des choses, l'aspect purement pratique des choses, remettre les mathématiques dans son contexte, voilà, par exemple, on utilisait des cordages, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règle, il n'y avait rien pour mesurer la taille des champs, la taille des pyramides. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant, et du coup, pour moi, les démonstrations, parce que moi, c'est le truc qui me hantait le plus, les démonstrations, là, du coup, elles prennent un autre sens. Elles sont beaucoup plus... c'est plus comme une fable, finalement. On a plus de plaisir à suivre, plutôt qu'un prof qui nous dise, faites ça, ça et ça, et formulez les choses comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens plus particulièrement. Je crois qu'il y a une question de Patrick. Oui, Patrick. J'aimerais savoir, c'est le lien que tu fais avec tous tes livres et ton métier. Je le fais par rapport à moi aussi, je suis fils d'imprimeur. Les livres, je les ai découverts comme ça. Oui. Et je me pose toujours la question quand je lis un livre, qu'est-ce que je connais déjà sur le sujet avant? Mais toi, tu peux rappeler le métier que tu fais, le lien que tu fais, est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ton métier de lire ce livre? Alors, je suis bibliothécaire d'art à la base. Mais c'est que des bouquins d'art. D'art, design, cinéma, photo.
Et c'est absolument pas ce que je lis dans la, dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est absolument pas ce que je lis sur Potion de vie. Et est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, parce que du coup, en lisant beaucoup, ce que vous allez faire en fait, vous allez retenir des choses, vous allez faire des liens avec ce que vous connaissez déjà. C'est un peu comme une toile d'araignée. Vous bâtissez une petite toile d'araignée et faire ces liens, ces références, déjà ça entraîne votre mémoire. Et en plus, vous devenez plus calé, quoi. Vous avez une meilleure culture générale parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous rappelle un autre truc, le même fonctionnement de quelque chose d'autre que vous avez vu dans un livre. D'ailleurs, c'est un des grands secrets de la mémoire, hein. C'est ce que je dis toujours. La mémoire, c'est pas que des stratégies, c'est aussi votre capacité à toujours la nourrir et apprendre toute votre vie pour collecter entre eux vos 86 milliards de neurones pour qu'ensuite, effectivement, les informations passent de plus en plus vite. Donc ça, c'est effectivement, ça fait sens. Question là-bas. Il y a une question là, ok, question là-bas. Votre prénom, peut-être qu'on peut... Comment? Nathalie. Nathalie. Vous avez dit que pour lire un livre en une semaine, vous devez lire 30 pages à 40 pages par jour. Et je voulais savoir comment vous arrivez à vous enlever cette notion de stress, parce que moi, si on me disait qu'il fallait lire 30 pages par jour pour terminer un livre en fin de semaine, rien que C'est ça. flippant, hein. Ouais, c'est flippant. Alors, le secret, il faut tricher un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, vous allez prendre un livre déjà que vous avez sur un sujet que vous avez envie de lire, un livre facile. Une biographie, c'est beaucoup plus facile à lire qu'un livre sur comment devenir un expert peak performance, où vous allez passer 467 pages à avoir des résultats d'études sur comment on améliore ses performances. Ça, c'est pas facile à lire, en plus en anglais. Donc, un livre en français, un livre facile à lire, les 4 accords Toltec, l'effet cumulé, les choses comme ça, c'est tellement simple à lire qu'au final, ça se lit tout seul. Il y a aussi le petit Nicolas, marche bien. Écoute, le petit Nicolas marche bien. Nicolas. Le petit Nicolas. Donc trichez un petit peu en commençant par quelque chose de limite trop facile, ça vous aide à... Et après seulement, j'ai pas commencé par des trucs de 500 pages direct, j'ai commencé par la biographie de Christian Quesada, qui a gagné 1 million d'euros grâce à sa mémoire sur un jeu télé de TF1. C'est quelque chose de facile à lire. Et c'est un partage d'expérience, ça se lit un peu plus comme un roman, donc il y a besoin d'un petit peu moins de... C'est plus facile pour rentrer dedans. En plus, je précise que c'est quand même d'abord un défi que tu t'es lancé pour le fun, quoi. Ah oui, au début c'était purement pour le fun. Autre Donc question. il n'y a pas de notion de stress pour moi. Alors, je m'appelle Karim. Imaginons quelqu'un Où es-tu, Karim? Là. quelqu'un qui est doué de tous les défauts que tu as cités. C'est-à-dire, c'est quoi les défauts de cité? Il est mouton, il D'accord. est Ok. tout Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas, Karim? il a tout. Est-ce que c'est ton cas, Karim? Pardon? C'est ton cas? Tu parles de toi, là? Ah, oui, d'accord, je parle de moi. Oui. Et je veux mettre en application... Tu veux passer de mouton à tortue? Voilà. Alors, ça C'est le va se conseil faire. que tu dois me donner. Déjà, je t'en ai donné quelques-uns pour te reconcentrer, pour être moins vulnérable aux émotions. Mais moi, je te conseillerais de voir ça un petit peu comme ton défi, en fait, devenir tortue. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vas avoir des victoires et tu vas avoir des défaites. Ton but, ça va être de minimiser les défaites pour justement relativiser en fait les défaites, pour continuer à être persistant, pour continuer malgré tout, malgré tes défaites, à avancer, utiliser des techniques pas à pas. Tu vas réussir à te reconcentrer. Peut-être qu'au début, tu vas être capable de te concentrer 2 minutes. C'est pas terrible 2 minutes, mais c'est déjà un début. Après, tu vas peut-être passer à 3 minutes. Tu vas être content de toi parce que tu vas être passé de 2 à 3 minutes. Comme tu vas être content de toi, tu vas être plus en confiance pour tenter les 4 minutes. Le Pomodoro, j'ai dit tout à l'heure, c'est 20-25 minutes. Mais pour certains, 25 minutes, c'est trop long. Ben, commencez à 2, puis 3, puis 4, comme ça. C'est comme ça, tu commences d'un truc qui est tellement facile, c'est comme pour la lecture en fait, comme pour Nathalie. Tu commences d'un truc qui est tellement facile que finalement, c'est difficile de l'échouer. Et petit à petit, tu augmentes la difficulté. Là, d'abord devant, question. Oui, Oui, je voulais demander par rapport à la presse, quand on lit beaucoup de petits articles dans une journée, par exemple, je ne sais pas, 5, 6, très intéressants, comment est-ce qu'on peut les classer le mieux? Est-ce qu'on fait des fiches aussi comme pour les livres ou est-ce qu'il y a une meilleure technique? Et classer le mieux, c'est-à-dire... Parce que pour les retenir, je pense. Pour les retenir. Oui. Ah, d'accord. Moi, c'est sur le même... Alors là, il y a une question aussi également logistique. C'est sur le même journal? C'est logistique, non, pas forcément. Pas forcément.
Guylaine. Et ben, dans ce cas, moi, je ferais une fiche par jour de ce que j'ai lu avec une mini-synthèse. L'idée, c'est de ne pas transformer ça en corvée absolue. Le lièvre qui en nous va avoir tendance à dire « je vais faire la meilleure fiche du monde ». Je vais faire le plus gros résumé du monde. Le premier jour, il va n'y avoir aucun problème. Le deuxième jour, il ne le fera pas. Parce que quand il va avoir fini de lire ses articles dans la journée, il va se dire « ah ouais, maintenant, il faut faire la fiche ». Je peux pas, c'est trop de boulot. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre suffisamment d'informations notées pour que ce soit quand même efficace, mais pas que ça devienne une corvée. C'est la balance à trouver, chacun est différent vis-à-vis de ça. Donc moi, je ferai une fiche par jour dans votre situation. Avec un truc qu'il faut, je pense, bien comprendre par rapport à la mémoire. Mémoriser biologiquement, ça demande du temps. Ça, il faut bien l'intégrer, c'est une denrée qui devient de plus en plus rare, et on confond souvent l'information avec la formation. Donc effectivement, comme dit Jean-Yves, quand on veut retenir une information sur du moyen long terme, il faut nécessairement y passer un minimum de temps. Et ça, il faut bien comprendre. Le rôle de la mémoire au départ, c'est bien de localiser les informations où elles sont. Donc si on sait que l'information se trouve dans le journal et qu'on est capable de la retrouver, c'est une forme de mémoire. Maintenant, si on veut qu'elle soit dans la mémoire biologique, il faut prendre ce temps pour l'intégrer. Et il faudra faire des rappels. Si vous voulez vraiment la garder à long terme, c'est le rôle de l'information. Vos notes, vous les gardez. Il ne faut pas confondre l'information et formation, je pense. Mais si vous ne faites pas de rappel, de toute façon... Hermida. Oui, alors moi c'est Hermida. Bonjour. J'ai vraiment la forte sensation que la concentration est assimilée à la volonté, qui est un muscle, et que cette volonté-là, elle a un temps défini dans la journée, oui. Et qu'en général, on nous préconise, on nous conseille de faire les choses les plus pénibles, les plus chiantes le matin. Alors moi, ma question, la concentration, est-ce qu'elle a un horaire? Est-ce qu'on peut être beaucoup plus et mieux concentré le matin que le soir? Ou vaut mieux-il se concentrer le soir en lisant pour mieux retenir le lendemain matin parce qu'il y a le temps de pause du sommeil? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, est-ce qu'il y a différentes concentrations? C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignante, je vais me concentrer totalement différemment si je veux apprendre. Donc, est-ce qu'il y a différentes formes de concentration? Il y a différentes formes de concentration, il y a différents moments pour apprendre également. Alors, c'est une vaste question, hyper intéressante, avec j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet. En fait, ça dépend des gens. On a souvent tendance à dire que le matin, c'est mieux, faites tout ce que vous voulez. Pas pour tout le monde. Pour cela, il faut connaître votre rythme chronobiologique. Il y a certaines personnes... À quelle heure vous levez le matin, par exemple? Naturellement, si vous ne deviez pas mettre le réveil, à quelle heure vous levez? Ah, 8 heures. 8 heures, ok. Vous êtes ours. Vous êtes catégorisé en tant que rythme ours. C'est-à-dire que votre temps de concentration optimal est probablement vers 10 heures du matin, au début de la journée, et plutôt entre 16 et 19 heures l'après-midi. Vous avez un coup de barre après 14 heures, ou à 13 heures. Donc 8 heures c'est ours, 14 heures c'est marmotte. Il y a un truc comme ça, non? Il y a des lions, ceux qui se lèvent vraiment très très tôt, naturellement, sans réveil, moins de 6 heures du matin, eux ils sont lions. Donc ils auront eux c'est mieux qu'ils utilisent le début de matinée pour faire les choses qui demandent beaucoup de concentration. Mais ils vont être fatigués beaucoup plus tôt également. Et à l'inverse, vous avez les loups, qui eux ne vont pas émerger avant 11 heures du matin. Donc le temps idéal de concentration, ça dépend. Autre chose aussi, vous avez dit, moi je ne me concentre pas de la même façon quand je crée mes cours, si j'ai bien compris, que peut-être qu'il y a pour les tâches créatives, sachez qu'il est mieux de les faire quand vous êtes un peu plus fatigué. Pourquoi? Parce que quand vous êtes plus fatigué, votre cerveau rationnel, celui qui analyse, il a tendance à se mettre un peu en sourdine et se dit bon, allez, moi je te laisse ça, je vais me coucher. Du coup, la créativité, il y a des idées tous azimuts qui peuvent venir beaucoup plus facilement. Donc les tâches créatives, notamment si vous écrivez un roman, il vaut mieux l'écrire en fin de journée. Ah non, je crée des chorégraphies, donc là il faut vraiment que ce soit... Au taquet. Dans ce cas, peut-être plus le matin. Votre pic de concentration est à peu près autour de 10 heures. Alors ça, je l'ai lu spécifiquement dans tout un bouquin sur le sujet qui s'appelle Quand, du docteur Michael Breuss. Et voilà, il était passionnant, un des bouquins les plus passionnants que j'ai lu cette année. Et on est tous soit ours, soit lion, soit loup, soit dauphin. Dauphin, c'est ceux qui ont des insomnies chroniques, constantes. Donc du coup, là, c'est un peu plus compliqué à trouver le bon moment pour se concentrer. Donc il n'y a pas de marmotte. Il n'y a pas de marmotte, c'est des loups en fait. Alors, de toute façon, il y a encore plein de questions, j'ai l'impression. On va en laisser encore quelques-unes, mais il y a l'atelier de toute façon. Ouais, hein, donc vous n'avez pas posé toutes vos questions. Hein. Ce qu'on peut faire pour l'atelier cet après-midi,
on peut directement commencer par les questions que vous n'aurez pas eu le temps de poser ici, pour votre situation personnelle. Et l'avantage, c'est que dans l'atelier, on sera beaucoup de cerveaux à pouvoir échanger. Donc, peut-être pour une dernière question, Florence. Ok. Alors, moi c'est Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Moi c'est Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Quand on est très concentré sur une séance de travail, on a éteint toutes ces notifications, on a l'habitude... Vous êtes dans le flow. Voilà, je suis dans le flow. Est-ce que je peux encore concentrer ma concentration? Est-ce qu'il y a d'autres techniques pour être encore plus concentré que ce que je suis quand je suis très concentrée sur une séance de travail de 45 minutes? Tu veux faire quoi finalement? Je veux être très concentrée. Du pur concentré. Trop se concentrer, on va exploser. Hein. Du coup, il y a effectivement des techniques pour progresser. Utiliser cette forte concentration pour progresser encore plus. Et je voulais l'aborder cet après-midi dans les ateliers, mais l'idée, en fait, c'est de vous défier constamment. Défiez-vous constamment. Là, vous avez atteint un stade où vous êtes à l'aise sur ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en contrôle. Essayez de vous rajouter une petite difficulté. Comme un sportif, finalement, qui essaierait de mettre la barre un petit peu plus haut pour son record, par exemple. Et là, du coup, en faisant ça, naturellement, votre concentration va essayer de suivre le rythme. Le nouveau rythme que vous voulez lui imposer. Mais si vous faites toujours la même chose, avec le même niveau de concentration, le même niveau de défi, il n'y a aucune raison que votre concentration augmente encore. Elle va rester stable, voire, au bout d'un moment, ça va la saouler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous mettez à long terme un projet sur lequel vous faites systématiquement la même chose, au bout d'un moment, même si ce que vous faisiez au début vous passionne, dans la durée, les mois passants, votre concentration diminue. Pourquoi? Parce que votre cerveau, votre mémoire a besoin d'être constamment stimulé. Donc, quelle que soit la solution que vous adoptez, le système d'apprentissage, ce que vous voulez, au bout d'un moment, ça va s'épuiser. C'est jamais définitif. La question n'est jamais réglée. À moi, ma stratégie d'apprentissage, c'est jamais réglé. C'est réglé, c'est fait pour la vie. Non, ça n'existe pas. C'est jamais réglé. Il faudra constamment la stimuler. C'est un combat, c'est un jeu permanent. Pour s'amuser, tu vas parler rapidement de ça, je vous montre, juste pour savoir, pour vous dire, au fond là-bas vous avez des stands, hein, donc on nous réclamait des stands depuis il y a 2 ans, et l'an passé on avait fait un premier stand, il y a des stands là-bas, il y a Claire Street, il y a Olivier Lejeune qui aura son livre je crois, Olivier, il y aura des bouquins je pense, il y aura Pierre Coucheteux également, il y aura aussi nos propres productions à nous, il y aura évidemment Jean-Yves, donc Jean-Yves vous pouvez retrouver son calendrier, je crois que tu n'en as pas beaucoup. J'en ai 12. 12. Parce qu'en fait, il les a envoyés par la poste, c'est arrivé chez moi. Et voilà. Donc il y a 12 calendriers comme ça, 365 jours. Donc alors, si tu veux, je peux... Tu peux en parler parce que forcément c'est plus facile. L'idée justement, c'est que la concentration, il faut stimuler tous les jours. La concentration, la mémoire, ça se stimule tous les jours pour rester au top. Dans ce calendrier, je vous accompagne pendant 1 an. Chaque jour, je vous donne un exercice pour stimuler votre concentration et vos différents types de mémoire, une fois par jour, avec un exercice tout simple. L'idée, et c'était d'ailleurs la difficulté de ce projet, c'était de vous donner quelque chose que vous pouviez intégrer à votre vie quotidienne. Donc, 365 jours, 365 défis pour vous, qui vous aideront à devenir plus concentré et à avoir une meilleure mémoire, visuelle, auditive, kinesthésique, et meilleur apprentissage, une meilleure faculté d'apprentissage également. Ce calendrier est également vous avez une inscription, une pré-inscription pour ma prochaine formation en ligne qui est spécifiquement sur la concentration, sur le court, moyen et long terme. On a fait qu'effleurer le sujet là maintenant, il y a énormément de choses à en dire. On a abordé les chronobiologies, mais il y a encore énormément d'autres points à traiter. Lorsque vous achetez ce calendrier, vous avez également droit à une pré-inscription à mon programme de formation et également à la sortie de mon prochain livre qui s'appellera Concentraction. La concentration par l'action, parce que pour se concentrer, il faut agir, tout simplement. Merci Jean-Yves. Une dernière question peut-être? Monsieur, oui. J'ai pas de micro là sur la main. Rapidement alors, parce que... Olivier. C'est David. C'est David pour Olivier, c'est bien aussi. Ma question c'est, vous avez parlé de mémoire kinesthésique, de mémoire... Il y a un micro qui va arriver parce qu'on va pas vous entendre sinon. En fait, vous avez abordé les différents types de mémoire, je sais pour être un lecteur de vos livres. Ce qui me gêne un peu moi, c'est que je sais que dans vos livres, à un moment donné, vous expliquez que c'est plutôt la mémoire visuelle qui est très performante chez l'homme, mais que vous êtes revenu dessus parce qu'il y aurait des profils types. Il y aurait des profils d'apprentissage différents. Voilà.
d'après ce que je sais, ça semble être contredit par les neurosciences. C'est-à-dire que c'est une position qui a été défendue par, je ne sais plus comment est le nom du psychologue, et que apparemment la très grande majorité des gens restent, la mémoire visuelle est la meilleure chez la très grande majorité des gens. De toute façon, on les aborde toutes. Hein. Oui. Donc voilà, je voulais connaître votre position actuelle sur cette notion de profil type. j'ai beaucoup changé parce que au début, je pensais que tout le monde était visuel, mais plus je fais des accompagnements, plus je fais des formations d'entreprise, plus j'accompagne des profils parfois très différents, je me suis rendu compte que pour certains, ça ne marchait tout simplement pas le visuel. J'ai accompagné, par exemple, une actrice de cinéma que j'accompagne, j'arrive avec mon palais de mémoire, très confiant, en lui disant, bah voilà, tu vas mémoriser tes textes avec un petit palais de mémoire, ça va être tout fait. Problème, elle n'est pas du tout visuelle. Ça ne marchait pas. Ah bah du coup, il va falloir changer de stratégie, et les stratégies qu'on a mises en place n'ont rien à voir avec le palais, n'ont rien à voir avec des stratégies visuelles. Donc ça m'a fait changer au bout d'un moment. À force d'être confronté à des expériences comme ça m'a fait changer mon fusil d'épaule et me dire que je devrais passer plus de temps sur les autres types de mémoire. Maintenant, si je commence à avoir des études qui me disent bah, finalement le visuel c'est mieux, je ne vais pas être gêné du tout, parce que de toute façon le visuel c'est ma tasse de thé, donc c'est ce que j'enseigne en priorité. C'est juste que pour moi il n'y a pas que le visuel. Plus le temps passe d'ailleurs, plus je sens que je deviens auditif. Plus auditif. Je me souviens plus des musiques, des paroles, des chansons, des voix, de ce qui est dit. Quand je lis un livre, avant j'avais la scène qui se déroulait sous les yeux, là j'ai comme quelqu'un qui me parle. Ça c'est de l'auditif. C'est pas du visuel. Et avant j'avais pas ça. Moi je peux attester quand on a la vue qui baisse, on devient plus auditif. Donc c'est d'accord. Karim, d'accord, c'était comme ça. Toi, Florence, c'est comme ça. Okay. On va tout savoir. Dans ce cas, c'est pas bon signe, effectivement, il y a peut-être un lien en plus. Il ne faut pas confondre un peu les mémoires. Les mémoires visuelles auditives, ce sont des mémoires sensorielles, qui sont donc les premiers accès. Après, les modèles de mémoire sont plutôt des mémoires dites sémantiques, épisodiques, procéduraux. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, tout à l'heure en atelier, ouais. On va t'applaudir très fort, Jean-Yves. Merci, Jean-Yves. Je vais demander maintenant à Cyril d'intervenir. Cyril va nous faire une petite synthèse rapide. Il va nous montrer ce qu'il a fait de ton intervention. Alors, je vais peut-être. Je vais couper ton micro si tu Tiens, bah. Rapidement, donc on va vous montrer un petit peu ce que Cyril fait donc, pendant ce petit temps-là. Il va nous faire un petit commentaire, c'est la petite minute de Cyril. Et ce ne sont pas les visuels définitifs, je crois, hein, Cyril. Hein. C'est pas ce qui est définitif, hein, je crois. Hein. Si, oui, non. On verra, il y aura peut-être des retouches un petit peu, mais voilà. Donc Cyril, c'est notre champion de France de mind map, et c'est surtout quelqu'un qui est un grand génie de la clarification visuelle. Vraiment, hein, Cyril. Si, bon, tu vas payer pour dire ça, mais quand même. J'ai fait Donc ça, c'est après la présentation. Je reviens pas dessus. Donc voilà 2-3 idées que j'ai retenues. Alors ça n'a pas vocation à être exhaustif, hein, je le précise. C'est 2-3 idées que j'ai retenues sur ce que nous a dit Jean-Yves. Donc sa présentation s'intitulait Concentration. Donc il nous a parlé de concentration et que il y a une petite erreur, interruption, il faudra que j'enlève. Une mauvaise copie. L'état de flow, en fait, est lié à... Enfin, la concentration induit l'état de flow. Il nous a dit que c'était vivre dans l'instant présent, enfin 2 paramètres qui permettaient d'induire l'état de flow, vivre dans l'instant présent, et puis surtout sortir de sa zone de confort. Au début, il nous a aussi raconté une jolie fable sur le mouton, le lièvre et la tortue. Je ne referai pas la fable, mais il faut devenir une tortue ninja. C'est ce que j'ai retenu de l'histoire. Et puis en bas, donc quelques sujets d'attention, entre guillemets, supprimer ou réduire au maximum les interruptions pour rester concentré, faire attention au dialogue intérieur, qui peut induire une peur irrationnelle, et juste deux solutions, c'est observer cette peur et puis faire appel à votre équipe de supporters intérieurs. Voilà. Je vais pas dire une chose. Parce que certains confondent ça n'est pas une carte mentale. Voilà, c'est du sketch note ou de la facilitation graphique. Voilà. Ça, c'est de la maîtrise. C'est mettre la maîtrise, c'est ça. Profitez de la vue là, à un moment donné parce que c'est des couleurs qu'on voit pas souvent. Ça, c'est sympa. Donc, j'attire votre attention sur cette lumière qui est très très sympa. Jean-Yves, Cyril, on vous remercie. Alors, je vais
peut-être vous laisser quelques instants pour préparer maintenant Olivier Lejeune. Vous pouvez prendre quelques minutes, peut-être aller voir les stands un petit peu, voir une pause pipi.